moi c'est Camille, je vais vous présenter cette session de révision pour les réseaux. Donc ici, vraiment, le principal, c'est de revoir correctement tous les prérequis nécessaires pour voir correctement la matière de réseau. Donc pour ça, vous avez besoin, comme vous l'avez dit, de repartir sur de bonnes bases. Après, ici, ce qu'on va voir, c'est principalement des rappels de ce que vous avez vu normalement en cinquième. Après, l'année a été un peu compliquée, donc vous n'avez pas tous vu la même chose. Donc, le principal, c'est vraiment de voir où sont les lacunes, de vous évaluer, de constater ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce sur quoi vous allez devoir retravailler. Et c'est bien que vous vous imitiez dès maintenant, parce que ça va être un travail à faire tout au long de l'année. Donc, je vous encourage à être régulier dans votre travail et à régler toutes les petites lacunes qu'il y a dès maintenant afin de bien commencer l'année. Alors, ici, je vais essayer de rendre cette session aussi interactive que je peux. Donc, je vais notamment faire des quiz, des petits tests durant la session. Donc, je vous demanderai de répondre par le chat, de répondre aux questions par le chat et de dire les réponses que vous trouvez. Pour ce faire, on va aussi donc, durant la session, je vous invite à poser toutes vos questions. Vous pouvez lever la main. À tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat et j'y répondrai dès que possible. Il ne faut pas me laisser continuer. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, j'y répondrai avec plaisir. Donc là, on va commencer la session. Alors, au niveau du contenu, voici le plan. Donc, je bouge ça. On va voir deux matières principales, donc les fonctions. Vous avez déjà pas mal débuté en voyant ce que c'était un domaine, en étudiant la parité, le signe d'une fonction. Ça, normalement, c'est vu et revu, vous devez maîtriser ces matières-là. Si néanmoins vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra faire des sessions basées là-dessus pour revoir ces matières-là. Ici, donc, concernant les fonctions, je vais principalement parler des limites et des comportements asymptotiques. Ensuite, on fera plusieurs exemples. Et la deuxième partie du cours sera basée sur des rappels de géométrie vectorielle. À la fin du cours, vous pourrez poser toutes vos questions concernant la question que j'aurai donnée ou d'autres questions que vous avez pu avoir dans vos cours. Et ça nous expliquera un peu plus le fonctionnement de SES Math. Donc, pour commencer sur les fonctions, au niveau des limites, pourquoi est-ce qu'on étudie des limites? Qu'est-ce qu'on cherche en réalisant des limites? Alors, on étudie en fait le comportement de la fonction lorsque on s'approche d'une valeur en particulier. Donc, ici, par exemple, ce qu'on va chercher à faire, c'est voir vers quoi tend la fonction, notre fonction f de x, lorsque nos x se rapprochent de 1. Donc, par exemple, si je trace ici un repère, que je trace une fonction comme ceci, que je prends le point A, eh bien, on veut voir vers quoi vont tendre les images lorsque l'on se rapproche du point A. Alors, le point A, ça peut être une valeur en particulier. Ça peut être également l'infini, ici, plus l'infini ou moins l'infini. Ou ça peut être des valeurs, par exemple, si on prend une fonction qui n'est pas continue, ça peut être, voilà, ici, voir vers quoi on tend lorsqu'on se rapproche de telle valeur. Généralement, lorsqu'on étudie les limites, on va se focaliser sur, en fait, les bornes de notre domaine de définition. Donc, on va avoir, par exemple, ici, un domaine de définition, voilà, un domaine donné de moins l'infini à 0, eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est que prend les valeurs de la fonction lorsqu'on s'approche de moins l'infini ou de 0. Donc voilà, c'est bien ce que j'ai dit ici. On s'intéresse aux bornes de l'intervalle de définition. Alors, lorsque l'on calcule une limite, le résultat qu'on va obtenir peut être soit un nombre fini, donc on va obtenir une valeur bien particulière, soit plus l'infini ou moins l'infini. Et dans le troisième cas, on pourrait tomber en fait sur une fonction qui ne possède pas de limite pour la valeur que l'on va chercher.
Donc, je vais vous donner des exemples afin que vous compreniez chaque cas bien particulier. Alors, dans un premier temps, on va étudier la fonction inverse afin de voir un exemple bien concret et de comprendre ce qu'on cherche ici. Donc, le domaine de définition dans le cas de la fonction inverse, il va de moins l'infini. Comme vous voyez ici, la fonction vient de très loin, de moins l'infini. On voit qu'elle possède une asymptote ici verticale de part et d'autre de l'axe dy, mais qu'elle ne va jamais atteindre cette valeur. Donc, on va avoir une borne ici à 0, mais le 0 n'étant pas inclus dans l'intervalle. Et on a la deuxième partie du domaine qui démarre ici de 0 jusqu'à plus l'infini. Et maintenant, on va se poser les questions de vers quoi tend la fonction lorsque l'on prend des valeurs très très grandes, très petites, ou lorsque l'on se rapproche de l'asymptote verticale en 0. Donc, on voit que lorsque les valeurs prennent, ici, les valeurs x sont très très grandes, eh bien, ici, nos images deviennent de plus en plus petites et en fait, on se rapproche de l'axe des x, on se rapproche de 0. Donc, la limite lorsque l'on tend vers plus l'infini pour notre fonction f de x, et ici, donc, je le rappelle, 1 sur x, la fonction inverse, va valoir 0. On va noter 0 avec un petit plus au-dessus pour signaler qu'en fait, on va se rapprocher le plus possible de 0, mais en restant toujours supérieur à cette valeur. On approche par le dessus, donc on met en plus. À l'inverse, ici, quand on prend des valeurs très très petites, qu'on va vraiment loin vers la gauche ici, eh bien, on voit qu'on se rapproche également du 0, mais cette fois-ci par le bas. Donc, on va noter ceci par un 0, noté avec un moins juste ici pour dire que ce sera toujours des valeurs inférieures à 0. Et maintenant, on va étudier les deux cas particuliers ici au niveau de cette asymptote. Donc, comme vous voyez ici, lorsque les x se rapprochent de 0, mais que les x sont supérieurs à 0, donc lorsque l'on vient d'ici et qu'il se rapproche de l'axe dy, on voit que notre fonction prend des valeurs très très grandes et qu'elle tend vers plus l'infini. Lorsque l'on se rapproche ici de 0 en venant de la gauche, on va ici prendre des valeurs très 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 faibles et on va tendre vers moins l'infini. On dit toujours qu'on tend vers une valeur parce que ici, on va en fait jamais l'atteindre, mais on va se rapprocher. Plus on descendra dans l'axe, plus on va se rapprocher de cette valeur de moins l'infini sans jamais l'atteindre. Alors, je vous ai dit donc que la limite, ça pouvait être soit un nombre, soit plus ou moins l'infini. Donc, comme on l'a vu ici, là, on a obtenu des nombres, là, on a obtenu l'infini. On peut également avoir des fonctions qui ne possèdent pas de limites. Alors, voici des exemples de fonctions qui ne possèdent pas de limites. Vous voyez en fait que, par exemple, la fonction cosinus et la fonction sinus sont des fonctions qui oscillent dans le temps et ce, jusque l'infini. Elles vont osciller entre des valeurs de moins 1 et 1. Et donc, quand on va chercher, par exemple, la limite en moins l'infini ou la limite en plus l'infini de ces deux fonctions, on ne va jamais trouver une valeur fixe parce qu'en fait, elles continuent d'osciller sans cesse. Donc, on notera que la limite en plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, elle n'existe pas. De même, lorsque l'on tend vers moins l'infini, la limite n'est pas définie, elle n'existe pas. On ne trouvera jamais une valeur bien précise parce que la fonction va continuer à osciller. Donc j'espère que vous avez bien compris les trois cas dans lesquels on pouvait se situer. Voilà, pour vous évaluer, j'ai fait des petits exercices. Donc ici, on a un graphique avec une fonction f. Donc il y a une première partie de la fonction ici. Ensuite, on voit qu'il y a une asymptote et que la fonction n'est pas définie en 3. On voit que la fonction reprend ici et on constate une discontinuité là. Donc elle n'est pas définie non plus au point 8. Et ensuite, elle continue
on ne voit pas la suite de la fonction, mais on peut dire qu'elle continue jusqu'à plus l'infini. Et donc, je vais vous demander de calculer la limite lorsque x tend vers moins 6. J'attends vos réponses dans le chat. Alors, j'attends vos réponses. Donc, quelle est la valeur de la limite lorsqu'on tourne vers moins 6? J'ai juste une petite question. Est-ce que vous voyez tous bien mes slides que je partage depuis tantôt? Oui. Ok. Alors, je vois une petite question ici. Comment savoir, j'en profite pour y répondre, comment savoir si on prend le 0 et l'infini dans le crochet? Alors, petit conseil ici, donc les symboles infinis, plus l'infini et moins l'infini, ne sont jamais repris dans les crochets. Donc, on notera toujours ceci avec, ce ne sera jamais inclus. Donc, on aura toujours un crochet qui exclut les signes de l'infini. Et concernant le 0, ben, tout va dépendre si dans ton domaine de définition, si tu souhaites inclure la valeur 0 ou pas. Par exemple, ici, la valeur 0 est inclue. Ou si on veut donner le domaine de définition ici dans notre cas, pour la valeur 8, on aura un crochet comme ceci, parce que, comme tu vois, le 8 n'est pas inclus, le 8 n'est pas défini. Donc, on doit mettre un crochet comme ceci, parce qu'elle n'est pas définie pour ce point-là. De même, pour 3, on voit une asymptote, mais on ne l'atteint jamais. Donc, on l'exclut. Alors, je vois que vous avez tous répondu x est égal à 0. Effectivement, quand on se place en moins 6, on voit ici que on intercepte l'axe des x et qu'on se situe en 0. Donc là, on était dans le cas où on a une limite qui vaut une valeur finie, à savoir moins 6. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. J'en ai encore quelques autres à vous demander. Donc, la limite lorsqu'on tend vers 8, et pour rappel, le signe moins veut dire que l'on vient de la gauche. Donc, on approche 8 par des valeurs plus petites que 8, comme ceci. Alors, je vois une réponse ici, sûrement concernant le domaine de définition, comme quoi on inclut, donc on part de moins à l'infini, on va jusque le point 3 qu'on exclut, on rajoute le signe union, on revient de 3 qu'on exclut, toujours bien parce qu'il ne prend pas de valeur, jusque 8, et puis union, 8 plus l'infini. C'est en réponse aux commentaires d'équipe. Donc, est-ce que vous avez trouvé la réponse à la question C quand on tend vers 8 de la gauche? Quelle valeur obtenez-vous pour cette fonction? J'attends encore une petite minute, voir si vous trouvez. Je n'ai pas encore de réponse pour le moment.
Et si personne ne trouve la réponse, je vous expliquerai comment. Alors, ici j'ai deux réponses, 1 et 3. 1. Ok. Alors, la question ici, donc, c'était la limite de f de x lorsqu'on tend vers 8, mais par des valeurs plus petites que 8. Donc, lorsqu'on se situe ici et qu'on approche 8. Et on voit que la valeur, c'est 3. En fait, on cherche ici cette valeur-ci. Donc, la limite dans ce cas-ci, c'est égal à 3. Vous avez répondu 1 parce que vous avez regardé ce que vous avez calculé. En fait, c'est la limite lorsque x tend vers 8 par des valeurs plus grandes que 8, donc ce qui est noté par un plus. Là, je suis d'accord avec vous que ça vaut 1. Lorsque l'on vient de ce côté-là, la valeur, c'est bien 1. Mais attention, lorsqu'on vient de l'autre côté de la courbe, vu qu'il y a une discontinuité, la valeur vers laquelle on va tendre, ce sera 3. Donc, bien faire attention aux petites notations ici qui peuvent changer toute la logique du problème. Donc, j'espère que vous avez bien compris la distinction entre le moins, entre le plus, et bien faire attention quand on a une discontinuité. On voit ici que la limite à gauche, donc la limite lorsqu'on tend vers 8 par des valeurs plus petites, sera différente de la limite lorsqu'on tend vers des valeurs plus grandes. Ça va, vous avez compris ce concept-là. Si vous avez des questions là-dessus, on peut refaire des exemples après le cours, il n'y a aucun souci. Alors, je vais maintenant passer au concept des asymptotes. Donc, les asymptotes, en fait, ce sont des droites que l'on va retrouver dans notre graphique, pour lesquelles, en fait, notre fonction va se rapprocher de plus en plus. Et on voit que la distance ici devient de plus en plus petite. Donc, vraiment, notre fonction, la fonction est représentée en bleu ici. On voit qu'elle se rapproche de plus en plus de cette droite qui est appelée asymptote. Généralement, on va chercher des asymptotes, dans notre étude de fonction, on va chercher les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales, c'est ce qui vous sera demandé. Les asymptotes obliques, c'est un peu plus compliqué au niveau de la recherche, mais il se peut qu'on vous demande également d'en trouver. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez un cours sur les asymptotes obliques. Et ici, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut trouver les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales. Alors, lorsque l'on cherche une asymptote horizontale, donc je vais vous faire un petit schéma ici, on va en fait chercher, on a une fonction ici, et voilà, elle va tendre de plus en plus vers cette asymptote, sans pour autant jamais la toucher. En fait, on va se rapprocher de plus en plus, mais sans jamais l'atteindre. C'est le principe d'une asymptote. Et lorsqu'on cherche les asymptotes horizontales, on va devoir en fait trouver les limites en plus l'infini et moins l'infini. Et c'est comme ça qu'on va constater si oui ou non notre fonction admet des asymptotes horizontales. Donc, on va faire tendre notre fonction f de x vers plus l'infini, moins l'infini. Et lorsqu'on obtient une valeur finie, donc par exemple A ici, ça peut être 1, 2, 3, 4, tout ce que vous voulez, mais lorsque c'est une valeur finie, on aura une asymptote horizontale. Donc, lorsque l'on obtient, par exemple, la limite de f de x lorsque l'on s'approche de plus l'infini, qui vaut 1, eh bien, là, on sera dans le cas d'une asymptote horizontale. Par contre, lorsque l'on étudie notre fonction et qu'on obtient x qui tend, lorsque x tend vers plus l'infini, et qu'on obtient une valeur infinie, ça peut être plus l'infini ou moins l'infini, le comportement, ce sera celui-ci. Donc, lorsque vous allez tendre vers ici plus l'infini, vous allez obtenir une courbe qui va vers plus l'infini également. Et là, on ne parlera pas d'asymptote parce qu'on ne va pas s'approcher d'une valeur bien exacte. On va continuer à croître. Et là, ce n'est pas le cas d'une asymptote. On peut se retrouver, lorsqu'on cherche une asymptote, dans un cas d'indétermination.
Alors, quels sont les cas d'indétermination sur lesquels on peut tomber? On peut tomber sur 0 sur 0, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini ou infini moins infini. Donc, en fait, lorsqu'on va chercher notre limite en plus l'infini, par exemple, on peut se retrouver dans ces cas-là. Et là, on est un peu coincé, on ne sait pas ce que ça veut dire, ces valeurs-là, on est incapable de les calculer. Ça ne vaut pas l'infini, ça ne vaut pas 0, on ne sait pas ce que ça vaut, et on est embarrassé, on ne sait pas trouver la valeur directement. Donc, que faire lorsque l'on tombe sur un cas d'indétermination? C'est le cas, par exemple, ici. Si je veux chercher la limite lorsque f de x tend vers plus l'infini. Vous voyez qu'en fait, je vais avoir des valeurs au-dessus si je remplace mes x par plus l'infini, je vais avoir au-dessus une valeur de l'infini. Et en dessous, si je remplace x ici au carré, je vais également avoir une valeur infinie. Donc, on est dans le cas d'indétermination, infini sur infini. Et on doit trouver une solution pour ne pas rester dans ce cas et pour obtenir une valeur correcte sur laquelle on pourra déduire si oui, on a une asymptote ou non. Donc ici, pour ce faire, on va mettre en évidence la plus grande puissance de x. Ici, qu'est-ce que c'est la plus grande puissance de x? Eh bien, c'est le terme en x ici, élevé au carré. Parce que ici, on a également un terme en x, mais qui est au premier degré, donc on a un exposant 1 si vous voulez. Donc le terme de plus haut degré, la plus grande puissance, c'est bien le x au carré. Donc, on met en évidence la plus grande puissance de x, et au-dessus et en dessous. Donc, ici, je réécris ceci. Je réécris d'abord la fonction, donc sur x carré moins 4, et je vais mettre en évidence ce terme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met en évidence? On met en évidence au-dessus et en dessous le x carré, puis on met une parenthèse et on écrit ce qui nous reste pour le numérateur et les dénominateurs. Alors ici, on a mis le x carré en évidence, il nous reste 2. Ensuite, on met un x carré en évidence ici. Donc pour obtenir du x carré là, alors qu'on a du x, eh bien, on ajoute un carré ici, mais pour que ce soit juste, on doit rediviser par x. Et donc, si on met le x au carré en évidence, on obtient 4 sur x. Et pour le dernier terme, on obtient moins 3. On a mis le x carré en évidence, donc c'est comme si on écrivait x carré sur x carré. Ça ne change absolument rien d'ajouter ce terme-là, qui au final vaut 1 lorsqu'on le simplifie. Et on met le x carré en évidence. Donc, il ne nous reste plus que 3 sur x carré. Et pour le terme en dessous, on a mis le x carré en évidence, donc on met le 1 ici, et puis il nous reste le moins 4 sur x carré. Donc voilà ce qu'on obtient. Les x carrés ici se simplifient, donc on obtient 2 plus 4 sur x moins 3 sur x carré et 1 moins 4 sur x carré. Pour rappel, ce qu'on cherchait nous ici, c'était donc la limite lorsque l'on tend vers plus ou moins l'infini. Et ici, on peut la calculer sans problème parce qu'on a des termes pour lesquels, lorsque l'on va tendre vers plus ou moins l'infini, ici un terme en 1 sur x, lorsque l'on tend vers plus l'infini, par exemple, rappelez-vous du graphique que j'ai montré tantôt, lorsque l'on tend vers plus l'infini, la limite vaut 0, ce qui fait que ces termes-ci vont s'annuler et qu'il nous restera 2 sur 1. Donc, on trouve que notre limite horizontale vaut 2 au final. Je vous montre ici le graphique de cette fonction. Donc, on voit en fait que lorsque l'on prend x qui tend vers plus l'infini, on obtient une valeur de 2. On peut rajouter le petit plus ici parce qu'on voit qu'on s'approche par le dessus. Et lorsqu'on calcule la limite pour des x qui tendent vers moins l'infini, on obtient la valeur 2 également. On voit qu'ici aussi elle tend vers 2, mais par des valeurs plus petites. Donc on met un moins ici. Donc voilà pour le calcul des asymptotes horizontales. On cherche les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Si on a une valeur finie, donc si on a une valeur 1, 2, 3, qui ne vaut pas plus l'infini ou moins l'infini, on a des asymptotes aux extrémités de notre domaine
de définition. Alors, on peut également chercher l'existence d'une asymptote verticale. Pour trouver en fait les asymptotes verticales, on va chercher des valeurs, on va chercher la limite en des valeurs de x qui vont en fait soit annuler le dénominateur, soit rendre la fonction infinie. Parce que lorsque vous avez une asymptote verticale, par exemple ici, voilà, on a une asymptote ici en x qui est égal à 2, par exemple, eh bien, vous voyez que notre fonction devient très, très, très grande et tend vers plus l'infini sans jamais l'atteindre non plus. Donc, ce qui se passe quand vous avez un domaine de définition, par exemple, le domaine de définition ici de ma fonction, ça va être de moins l'infini plus que 2, sans jamais atteindre 2. Donc, lorsque vous voyez dans votre domaine de définition que vous avez une valeur qui est à l'extrémité du domaine et qui est exclue de cette façon, c'est susceptible d'y avoir une asymptote verticale. Ce n'est pas certain. On pourrait très bien avoir une fonction ici qui présente le même domaine de définition et qui ferait ceci, qui s'arrête en 2, et pourtant il n'y a pas d'asymptote. Mais pour voir si oui ou non on a une asymptote, on regarde un peu les valeurs susceptibles dans le domaine de présenter une asymptote verticale. Donc, c'est généralement des discontinuités dans notre domaine. Alors ici, on va essayer de trouver les asymptotes verticales de la fonction 9 moins x carré sur x carré moins 4. Et on voit que cette fonction n'est pas définie lorsque x carré moins 4 est égal à 0, parce que le dénominateur ne peut jamais valoir 0. Ce qui veut dire qu'en x est égal à 2 et x est égal à moins 2, ici il y a eu un produit remarquable. Donc, si vous avez encore des difficultés là-dessus, il faudra revoir, je vais assez vite sur cette étape parce que normalement c'est compris. En x égale 2 et en x égale moins 2, vous avez des discontinuités dans le domaine. Donc on va chercher la limite lorsque l'on tend vers 2 et la limite lorsque l'on tend vers moins 2 et voir si oui ou non on a une asymptote. Et quand est-ce qu'on va avoir une asymptote? Ben, c'est lorsque la limite en x qui tend vers 2, par exemple, de notre fonction f de x va valoir cette fois plus ou moins l'infini. Donc, lorsque l'on cherche une asymptote verticale, on cherche en une valeur bien finie ici et on regarde si ça vaut plus ou moins l'infini. Si ça vaut une valeur réelle ici, c'est qu'on n'est pas dans le cas d'une asymptote. Donc voilà, ici, on voit en fait qu'en évaluant notre fonction en moins 2 et en 2, on a des asymptotes verticales. Voilà, ici, notre fonction tend vers l'infini. Ici, elle part de moins l'infini et elle tend vers, vers moins l'infini également lorsqu'on se rapproche de 2. Et ici, on voit encore qu'elle part de plus l'infini et qu'elle continue. Donc, dans ce graphique, on voit deux asymptotes verticales et une asymptote horizontale. J'espère que ça va pour cet exemple-ci. Voilà, ici, je vous demande dans le chat de répondre à mes petites questions. Alors, de déterminer graphiquement les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini, en moins 2, en 1 et de droite à gauche. Donc, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir aux différentes limites. Et dès que vous trouvez une asymptote, vous l'écrivez dans le chat et vous dites quelle asymptote vous avez trouvé, si c'est l'asymptote horizontale, verticale et ce qu'elle vaut. Et après, je ferai un résumé de toutes les asymptotes présentes dans ce graphique si jamais vous les avez. Je regarde vos réponses. Alors, quelqu'un a trouvé une asymptote verticale en x est égale à moins 2 et en x qui est égal à moins 1. C'est exact. On voit ici une asymptote verticale et une autre. Et une asymptote horizontale en 2. Effectivement, on voit ici que la courbe se rapproche de cette asymptote.
Alors, est-ce que ça va pour tout le monde cet exemple-là? Je peux passer à la suite. Alors ici, c'est encore un exemple que vous pouvez refaire plus tard, mais on va plutôt s'intéresser, non pas lorsque l'on a un graphique, mais lorsque l'on a ici des expressions mathématiques. Sans le graphique, comment est-ce qu'on trouve les asymptotes? Alors, la première, on voit que dans le cas A, on a une limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, quand on cherche une limite vers plus ou moins l'infini, on se rappelle, c'est quand on cherche une asymptote horizontale. Donc, on cherche une asymptote horizontale, et dans quel cas est-ce qu'on va avoir une asymptote horizontale? C'est lorsque l'on va tendre vers une valeur finie, lorsque notre courbe, elle va tendre de plus en plus vers une valeur. Et donc, on voit ici que dans le cas A, lorsque l'on tend vers plus l'infini, on obtient moins 3, qui, graphiquement parlant, on a ici notre axe des x, on a ici x qui est égal à moins 3, et notre fonction, elle va par exemple faire ceci, lorsque l'on tend vers plus l'infini. Et donc, on voit que c'est une asymptote parce qu'elle tend de plus en plus vers cette valeur de moins 3. Donc, dans le cas A, on est dans le cas d'une asymptote horizontale en moins 3. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petits soucis ou vous n'avez pas compris, je peux l'expliquer sans problème. Ici, asymptote horizontale en moins 3. Alors, dans le deuxième cas, on tend notre fonction, lorsque l'on tend vers moins 3, vaut moins l'infini. Alors ici, c'est identique à écrire la limite lorsque notre fonction f de x tend vers moins 3, le petit moins ici, pour x plus grand que moins 3, donc c'est ce que je notais moi avec un petit plus. Il y a plusieurs notations, j'imagine qu'à l'école vous notez comme ça. Donc ici, lorsque l'on tend vers moins 3, on a une valeur qui vaut moins l'infini. Donc on est dans le cas où on cherche la limite en une valeur bien précise, donc où on cherche une asymptote verticale cette fois, et on voit que l'on obtient bien moins l'infini, donc un signe infini, qui nous permet de conclure qu'on est dans le cas d'une asymptote, cette fois-ci, verticale en x, pardon, qui est égal à moins 3. Donc, graphiquement, on va obtenir ceci. On va obtenir notre graphique. On est en x égale moins 3. On a une asymptote. On prend des x plus grands que moins 3, donc on vient de la droite. Et on va avoir, par exemple, ceci. Hop, et on tend de plus en plus. Donc, premier cas, on avait une asymptote horizontale. Ici, on a une asymptote verticale. Le cas C, on a une limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on se rappelle, lorsqu'on tend vers plus l'infini, on cherche une asymptote horizontale de notre fonction g de x qui vaut moins l'infini. Donc ici, notre limite en plus l'infini ne vaut pas une valeur finie, qui veut dire qu'on n'a bien, on n'a rien du tout dans ce cas-ci. On n'a ni asymptote verticale ni asymptote horizontale. Donc on va plus avoir un comportement comme celui-ci. Lorsque l'on tend vers plus l'infini, notre fonction tend vers moins l'infini. Donc on va avoir une fonction comme celle-ci, sans jamais tendre vers une valeur bien précise, donc pas d'asymptote. Et le cas D, je vous le laisse faire, j'attends vos réponses dans le chat. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini, qui vaut 0. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Est-ce qu'on va retrouver une asymptote? Si oui, une asymptote horizontale ou verticale? À vous de me le dire. Donc, le cas D, je réécris ici, lorsque la limite de x pour des valeurs très petites vaut 0.
qu'est-ce qu'on va retrouver comme asymptote si on en trouve? Est-ce qu'il n'y a pas d'asymptote? S'il y en a une, est-ce que c'est une asymptote horizontale ou une asymptote verticale? J'attends vos réponses. Alors, une asymptote horizontale, vous avez tous répondu une asymptote horizontale. Effectivement, on cherche une limite en moins l'infini, donc pour un signe infini, et on voit que ça vaut une valeur finie, donc ici 0. Et donc le comportement, ce sera vers moins l'infini, on tend vers 0, donc on aura ceci, sans jamais atteindre 0, mais on va s'en rapprocher très très fort. Bravo à tous pour cette réponse. Ici encore deux petites questions concernant les asymptotes. On nous dit qu'on a une droite d'équation x est égale à 1. Donc, ça c'est bien important de savoir tracer les droites. Donc, on a une droite en x qui vaut 1. Donc, ça veut dire que sur cette droite, tous les x seront égaux à 1. Donc, on a une droite ici en 1. Est asymptote à la courbe f. Donc, on peut imaginer notre courbe f qui est ici, voilà, qui tend très fort et puis qui reviendrait par ici. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que la droite d'équation x est égale à 1, en fait, c'est une asymptote verticale. Dans le deuxième cas, on nous donne une droite d'équation y qui est égale à moins 2. Donc, je me passe ici en moins 2. Et j'ai une droite et on dit que ma courbe, elle est asymptote en plus l'infini. Donc, on va avoir ceci. Et donc là, on est dans le cas d'une asymptote horizontale. Donc, lorsqu'on se rapproche d'une droite d'équation x est égale à quelque chose, c'est une asymptote verticale. Et lorsque c'est y est égal à quelque chose, c'est une asymptote horizontale. J'espère que ça a été pour vous pour ce rappel sur les limites et les asymptotes. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui parle de la géométrie vectorielle. Donc, on va voir un peu ce que c'est les vecteurs. On va un peu parler du produit scalaire. Normalement, des choses que vous avez déjà vues également. Donc, comment est-ce qu'on définit un vecteur? On prend un point A ici, de coordonnées x, a, dans l'espace. Donc, c'est un vecteur dans un... Enfin, ici, c'était un point dans un domaine à 3 dimensions. Donc, on a une composante x, une composante y et une composante z. Donc, si vous voulez, on a ici notre axe des x, notre axe des y, et on a également un axe z, par exemple. Donc, on est bien en 3 dimensions. Alors, on a notre point A et on a un point B. Et on va définir notre vecteur, en fait. Le vecteur AB, c'est le vecteur qui part de A et qui va jusque B. Et on met une petite flèche pour dire la direction, c'est-à-dire qu'on part de A à B. Les coordonnées de ce vecteur-là, ça va être la composante du point B moins la composante du point A pour chaque dimension. Donc, on va prendre XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Et on va obtenir un exemple ici, 2, 3 et 5. Ce sera donc les coordonnées de notre vecteur. Alors, un vecteur, il est doté de plusieurs choses. La première chose, c'est que lorsque notre vecteur ici AB possède le point A qui est égal au point B, eh bien, en fait, on va avoir un vecteur nul. Ce que certains profs notent comme ceci, avec un petit rond, pour dire qu'en fait, le vecteur,
il part de ce point-là et il revient à ce point-là. Donc, c'est un vecteur nul. Il ne se passe rien avec ce vecteur-là. Et donc là, c'est dans le cas où A est égal à B. Généralement, on a A différent de B. Donc, comme dans le cas ici, vous voyez que A est bien distinct de B. Et le vecteur, il va être caractérisé par trois choses. Alors, la première chose, c'est sa direction. On voit que c'est la direction de la droite AB. Donc, par exemple, si j'avais dessiné ce vecteur-ci, on voit que c'est un vecteur horizontal. Donc, ça, c'est la direction du vecteur. Ici, AB est vertical. La deuxième chose, c'est le sens du vecteur. Donc, il est bien important de savoir de quel point on part, vers quel point on va. Donc, ici, le sens du vecteur, c'est de A vers B. Et la troisième chose qui permet de caractériser un vecteur, c'est sa norme. Qu'est-ce que c'est une norme? Bien, si vous voulez, c'est la longueur de AB. Je vais vous expliquer de suite comment on la calcule. Et donc, c'est vraiment la longueur de notre vecteur. Sur base de ces trois caractéristiques, vous pouvez tracer votre vecteur. Si on ne vous donne pas la direction, si on ne vous donne pas le sens, si on ne vous donne pas la norme, vous seriez incapable de tracer le vecteur parce que c'est ce qui le caractérise. Par exemple, on peut avoir deux vecteurs avec la même norme et le même sens. Donc, par exemple, de longueur 3 cm allant de A vers B, mais avec ici un vecteur horizontal et un vecteur là vertical. Donc, ce ne sont pas les mêmes vecteurs. Alors, comment est-ce qu'on calcule la norme d'un vecteur? Ça va dépendre si vous avez ici les coordonnées du vecteur. Alors, dans ce cas-là, si vous savez que votre vecteur, par exemple, ici, c'est 2, 3, eh bien, vous allez pouvoir directement calculer sa norme en prenant la racine carrée de chacune des composantes du vecteur que vous allez élever au carré. Donc, dans l'exemple que j'ai pris ici du vecteur 2, 3, eh bien, la norme, ce sera 2 au carré plus 3 au carré. Ce sera la norme de notre vecteur que l'on peut calculer ici. 2 au carré, 4 plus 3 au carré, 9. Donc, la racine carrée de 13. Alors, dans le cas où on n'a pas les composantes du vecteur, mais où on a deux points A et B, donc on a le point de départ et le point d'arrivée, on peut également calculer la norme en prenant xb moins xa, qui est en fait égale à la valeur x. Hein. Donc, c'est la longueur selon le x. Donc, par exemple, si je trace mon point A ici et mon point B ici, mais d'abord, vous allez prendre la distance horizontale entre A et B, donc qui pourrait valoir ici 2 cm, et ici la distance verticale entre A et B également, qui peut valoir 3 cm. Et vous avez à chaque fois les distances trouvées au carré, le tout sous la racine carrée. Donc là, c'est dans le cas en 2 dimensions. On peut également avoir des exercices où on est en 3 dimensions. C'est exactement le même calcul, sauf qu'on va avoir une troisième composante ici du vecteur, qui est la composante selon l'axe Z. Alors, dans quel cas deux vecteurs sont égaux? Quand ils vont avoir la même longueur, donc la même norme, quand ils seront de même sens, et lorsqu'ils auront la même direction. Il faut que les trois caractéristiques soient égales pour avoir deux mêmes vecteurs. Donc, comme vous voyez ici dans l'exemple, A, B et C, D sont bien égaux parce qu'on voit qu'ils sont parallèles, donc ils vont dans la même direction. Ils ont le même sens, ils partent de A vers B, donc si vous voulez de la gauche vers la droite. Et ils ont la même norme, on voit qu'ils ont la même longueur. Donc, ces vecteurs sont bien égaux. Alors ici, je vais faire un petit rappel sur comment est-ce qu'on additionne deux vecteurs. Donc, lorsque l'on veut additionner deux vecteurs, ici, par exemple, je veux additionner le vecteur U et le vecteur V. Comment est-ce que je vais faire graphiquement pour additionner ces deux vecteurs? Eh bien, je vais joindre le vecteur V à l'extrémité du vecteur U. Donc, je fais U plus V. Et en faisant cela, eh bien, j'obtiens un triangle ici. Et le vecteur cherché, le vecteur désiré U plus V, ce sera le vecteur en rouge trouvé ici, qui va joindre le point O
au point O''. Donc, on part de ce point-ci, on a U, on ajoute V et on trouve donc le vecteur ici. Donc ça, c'est une méthode pour additionner deux vecteurs. Alors, au niveau des propriétés des vecteurs, on va avoir que deux vecteurs seront égaux. Donc, AB et CD seront égaux. Donc, pour rappel, il faut qu'ils aient la même direction, le même sens et la même norme. Et on voit qu'on peut tracer, à vrai dire, un parallélogramme lorsque l'on a deux vecteurs égaux. En fait, si on a notre vecteur, voilà, ici, AB et notre vecteur CD, à partir du moment où ces vecteurs sont égaux, lorsque l'on va relier A à C et B à D, on obtiendra toujours un parallélogramme. Alors, il faut savoir que toutes les propriétés que l'on voit en 2D, parce que généralement on le voit en 2D pour commencer, sont applicables en 3D. On nous parle ici de la relation de Chag, qui est une relation très importante. Donc, c'est en fait l'addition des vecteurs. Donc, on voit que lorsque l'on additionne AB plus BC, donc lorsque l'on additionne le vecteur AB au vecteur BC, on obtient le vecteur AC. Vous voyez ici qu'en fait, on a la même lettre. Donc, c'est une condition pour pouvoir additionner ces deux vecteurs, c'est que la lettre de la fin ici du premier vecteur soit la même que la lettre du début du premier vecteur. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'on obtient le vecteur AC. C'est une relation très importante que vous utiliserez souvent dans des problèmes de géométrie vectorielle. Vous aurez beaucoup des démonstrations avec plusieurs étapes. Et généralement, on a des petites étapes où il suffit d'appliquer la relation de Chag et de passer de deux vecteurs comme celui-ci. En les additionnant, on obtient un troisième vecteur. Alors, au niveau des propriétés des vecteurs, on parle de vecteurs collinéaires. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. C'est identique à parler de vecteurs linéairement dépendants. Donc, vous avez soit une appellation, soit l'autre. Si et seulement si, il existe un réel k, donc un nombre réel, tel que notre vecteur v sera égal à k fois le vecteur u. En fait, dans ce cas-là, vous allez, par exemple, avoir un vecteur v ici, et votre vecteur u, ce sera celui-ci. Donc, c'est-à-dire qu'il aura la même direction, ils seront linéairement dépendants parce qu'ils ont la même direction. Et le facteur k, en fait, signifie l'échelle à laquelle on va mettre le vecteur v. Donc, par exemple, ici, j'ai pris peut-être une échelle 1,5. Mon k vaut 1,5. Donc, on a que le vecteur u est égal à 1,5 fois le vecteur v. Alors, une autre petite propriété, 3 points de l'espace sont alignés si et seulement si AB et BC sont collinéaires. Donc, pour que 3 points soient alignés, voilà, ici, il faut absolument qu'ils soient sur le même vecteur et qu'on ait AB qui est égal à K fois AC. Et de même, deux droites AB et CD seront parallèles. Donc ici, vous voyez bien que les deux droites sont parallèles. Si et seulement si, eh bien AB, donc je peux mettre ici le vecteur AB, et CD sont collinéaires. Donc si on a à nouveau AB qui est égal à K fois CD dans ce cas. Alors, encore une petite définition. On a trois vecteurs ici. Et en fait, pour que ces vecteurs soient coplanaires, c'est-à-dire dans le même plan, il faut que les 4 points ABCD soient également dans le même plan. Donc, je vais tracer un plan ici. Voilà. Et pour que tous ces vecteurs, pour que le vecteur AB, pour que le vecteur AC et pour que le vecteur AD, donc je prends A ici, là je mets B, C et D, soient dans le même plan, il faut que les points A, B, C et D soient également dans le même plan. Si par exemple, j'ai ne fût-ce qu'un point qui ne fait pas partie de ce plan, qui est ici, eh bien, imaginons A est ici, B est là et C là et D ici, eh bien, on voit que les vecteurs AB et BC sont coplanaires, ils sont dans le même plan,
mais que le vecteur D ne fait pas partie de ce même plan. J'espère pour vous que ça va pour les notions de plan, de droite et de vecteur coplanaire. Vous allez de toute façon approfondir ceci cette année, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser là-dessus. Je vais finir par une notion très importante qui est le produit scalaire. Donc, on va déterminer le produit scalaire de deux vecteurs. Alors, le produit scalaire que l'on note U fois ici un petit v, ce sera toujours un nombre scalaire, comme son nom l'indique. Donc, on ne va pas obtenir un vecteur, on va obtenir un nombre ici. On va obtenir par exemple 6 ou ce que vous voulez comme nombre, mais on n'obtiendra pas un vecteur. Et il se calcule en faisant U fois V. Et plus précisément, vous allez prendre la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle θ. Et que vaut le cosinus de l'angle θ? Imaginez, vous avez votre vecteur U ici, vous avez un vecteur V là, et l'angle θ, ce sera tout simplement l'angle entre ces deux vecteurs-là. Donc, quand vous faites le produit scalaire, vous prenez la norme de U, donc la longueur de U, fois la longueur de V, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Pour voir si vous avez bien compris cette notion de produit scalaire, je vous demande de calculer le produit scalaire de A et B. Donc, voilà, on a deux vecteurs A ici et on a le vecteur B. Je vais un peu mal dessiné, je vais le refaire. Voilà, et on nous dit en fait que le vecteur A et le vecteur B sont orthogonaux, donc qu'il y a un angle droit entre ces deux vecteurs. Dans ce cas-là, dans ce cas particulier de deux vecteurs orthogonaux, que va nous valoir le produit scalaire? Donc j'attends vos réponses dans le chat. Pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, pour faire notre produit scalaire, on prend la norme du vecteur A, donc la longueur du vecteur A, fois la longueur du vecteur B, fois le cosinus de l'angle ici, donc le cosinus de 90. Et donc, je vous demande qu'est-ce que vous allez trouver comme valeur. Oui, il y en a qui m'ont mis le calcul, donc A fois B fois cos de 90 degrés. J'obtiens que le cosinus de 90 degrés est égal à moins 0,44. Ça, ce n'est pas juste. À mon avis, il y a un petit souci de calculatrice qui est réglé sur des radians et pas des degrés. Pour rappel, si vous mettez dans votre cercle trigonométrique, que vous prenez un angle de 90 degrés, le cosinus va mesurer cette longueur-ci, mais donc dans le cas d'un angle droit, le cosinus prend une petite valeur particulière. Donc voilà, oui, effectivement, je m'en doutais que c'était en radian, donc ça change tout quand on est en degrés. Et vous êtes deux à avoir obtenu la valeur de 0, bien effectivement, lorsque l'on calcule le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux, le terme ici, cos 90 degrés, va valoir 0, et donc le produit scalaire sera nul, on aura 0. Attention à bien noter un 0 comme ceci, ne notez surtout pas ceci, parce que ça voudrait dire que vous obtenez un vecteur. Nous, ce n'est pas le cas. Ici, on obtient un nombre scalaire, donc on note bien juste le nombre 0 écrit comme ceci. Alors, encore un petit cas particulier ici où voilà, on veut calculer le produit scalaire de deux vecteurs qui en fait forment un triangle équilatéral. Donc, on a des angles de 60 degrés partout et on nous demande le produit scalaire de AB fois AC. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la longueur de AB, qui dans notre cas ici vaut petit a, cette longueur-ci vaut A. C'est un triangle équilatéral, donc toutes les longueurs sont identiques. Et on calcule donc la longueur AB qui vaut A, fois la longueur AC qui vaut A également, fois le cosinus de l'angle 60 degrés.
Donc ici, on a A fois cosinus 60 qui vaut 0,5 et voilà sur quoi on tombe. À nouveau ici, ils font une petite remarque sur le fait que vous ne pouvez pas écrire ça parce qu'on obtient bien un nombre. Donc là, je vous ai plus donné la manière de faire lorsque l'on a les normes, lorsque l'on a des longueurs et l'angle entre ces vecteurs-là. Mais lorsque l'on est dans un repère, c'est encore plus simple. En fait, on a notre vecteur U ici, de composante A, B. Donc ici, ça vaut A et ceci, ça vaut B. Et on a un autre vecteur V de composante CD, que vous voyez ici. Et pour calculer le produit scalaire de ces deux nombres, on calcule AC, donc la première composante du vecteur ici fois la première composante du vecteur ici. Donc, on multiplie les premières composantes de chaque vecteur et on fait la somme avec les composantes le produit des deuxièmes composantes du vecteur. Donc ici, on va avoir B fois B. Donc, on calcule AC plus BD et ça nous donnera un nombre, encore une fois, parce qu'on est dans le cas d'un produit scalaire, pour le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc ici, je vous ai mis un petit exemple. On a un vecteur A, imaginons, de composantes 2, 3 et 1. Et on a un vecteur B de composantes 4, 5 et 6. Et qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir notre produit scalaire? Eh bien, on va réaliser 2 fois 4, donc le produit des premières composantes, plus le produit des deuxièmes composantes, plus le produit des troisièmes composantes, plus 3 fois 5, plus 1 fois 6, et vous obtenez le résultat ici, 29, un nombre scalaire. Donc maintenant, je vous demande à vous de le faire. Ici, je vous donne deux vecteurs. Donc le premier, on a le vecteur 1 qui vaut 5, 5 et 6. Et on a un deuxième vecteur B de composantes 1, 2 et 10. Et je vous demande de calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. Pardon. Des réponses. Alors, tout le monde me dit 75, c'est exact. Vous faites 5 fois 1, plus 5 fois 2, plus 6 fois 10, qui nous donne 75. C'est exact. Exact. Donc, je vois que vous maîtrisez bien le produit scalaire. C'est une notion très importante que vous allez utiliser. Bien attention à la notation, ne jamais mettre de vecteur au-dessus. Et voilà, dans d'autres séances, on pourra voir le produit vectoriel. Donc, c'est bien deux produits un tout petit peu mélangés. Mais pour cette séance-ci, j'ai voulu me focaliser sur le produit scalaire et que vous compreniez bien le concept. Maintenant, je suis disponible si jamais vous avez des questions sur la matière abordée ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris durant le live, n'hésitez pas à le demander maintenant.